deuxième semaine du développement embryonnaire. On a terminé avec la première semaine du développement embryonnaire. Le résultat de la première semaine du développement embryonnaire, c'était le fait d'obtenir un blastocyste à l'intérieur de la cavité utérine au 5e jour du développement embryonnaire. Un blastocyste à l'intérieur de la cavité utérine au 5e jour du développement embryonnaire. Maintenant, nous allons suivre l'évolution de ce blastocyste au cours de la deuxième semaine. Au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire qui a lieu entre le 6e et le 16e jour. Le 6e et le 16e jour. Le 6e et le 16e jour du développement embryonnaire. Nous avions dit que, ou là pas encore, que les semaines du développement embryonnaire étaient indépendantes de nos semaines du calendrier. Une semaine ne veut pas nécessairement avoir 7 jours, n'est pas constituée nécessairement de 7 jours. La première semaine du développement embryonnaire s'étend entre le 1er et le 5e jour. La première semaine du développement embryonnaire s'étend entre le 1er et le 5e jour. La deuxième semaine va s'étendre entre le 6e et le 16e. La deuxième semaine du développement embryonnaire s'étend entre le 6e et le 16e jour. La deuxième semaine du développement embryonnaire s'étend entre le 6e et le 16e jour du développement embryonnaire. Très bien, très bien. À la fin du chapitre, on devra pouvoir comprendre ce passage. Ce passage qui est très tralala si vous n'avez pas encore fait le cours. Je vous fais. À la fin de ce chapitre, chacun d'entre vous, mon but aujourd'hui est que chacun d'entre vous, en sortant de cette salle, il peut comprendre ce paragraphe. Ce paragraphe, qu'est-ce qu'il comprend? Il nous dit, à la fin de la période de prégastrulation, la plaque embryonnaire didermique est comprise entre deux cavités. La cavité amniotique en regard de l'ectophile et le lycitocèle secondaire en regard de l'entophile. L'ensemble de ces formations avec C est plongé dans la cavité coelomique remplie de liquide. Le pédicule de fixation qui maintient le germe à l'ébauche du placenta constitue la première ébauche du cordon ombilical. Est-ce que vous avez compris? La phrase, on est censé la déchiffrer. Le paragraphe, on est censé pouvoir le déchiffrer et le comprendre à la fin de ce chapitre. Si vous arrivez à comprendre ce paragraphe, ça veut dire que vous avez compris la deuxième semaine du développement embryonnaire, cette phrase, cette expression qui a été citée comme introduction dans le cours du professeur Boazis. Très bien, on continue. La deuxième semaine du développement embryonnaire, comprise entre le 6e et le 16e jour, comme je viens de dire, correspond à la première étape de la morphogenèse primordiale. De la morphogenèse primordiale ou là la morphogenèse primaire. Cela dépend des sources. Le professeur Boazis nous dit que c'est la première phase de la morphogenèse primordiale. Mais dans vos cours, on vous a dit qu'elle a lieu durant la morphogenèse primaire. Parce que dans vos cours, on vous a dit qu'il y a une pré-morphogenèse, puis une morphogenèse primordiale, puis primaire, puis secondaire. Alors on suit votre cours, puisque vous faites face à un examen. Donc on dira qu'elle fait partie de la morphogenèse primaire. Très bien. Au cours de cette période s'observent 3 phénomènes concomitants. Quels sont les phénomènes qu'on a étudiés au cours de la première semaine du développement embryonnaire? Quels sont les phénomènes qu'on a étudiés au cours de la première semaine du développement embryonnaire? Nous avons vu la fécondation, nous avons vu l'amphimexie, nous avons vu quelques résultats. La segmentation, la formation de la mamella, la formation du blastocyste, mais aussi quelques résultats de la fécondation. La formation de la membrane de fécondation, le blocage pour qu'il y ait un blocage de la polyspermie, etc. Très bien, ça c'est les résultats du déroulement de la première semaine du développement embryonnaire. Maintenant, on va voir les différents résultats de la réalisation ou du développement de la deuxième semaine du développement embryonnaire. Quels sont les phénomènes? Ce sont la nidation, la prégastrulation et l'ébauchage des annexes. Quels sont les phénomènes qu'on va étudier? On a la nidation, la prégastrulation et l'ébauchage des annexes. La nidation, la prégastrulation et l'ébauchage des différents annexes. La nidation, la prégastrulation et l'ébauchage des différentes annexes embryonnaires. Ces différents phénomènes sont concomitants. Ces différents phénomènes ont lieu en même temps. Là, on va les séparer. Et les étudier un à un par ordre chronologique d'évolution. Pourquoi? On a un but de simplification et un but pédagogique.
pédagogiques. Malgré le fait qu'ils soient réalisés en même temps, nous allons les étudier un à un. Nous allons les étudier un à un pour simplifier, pour ne pas étudier plusieurs phénomènes à la fois, pour que les notions ne soient pas complexes. Très bien, très bien. La morphogénèse primaire. Selon les sources, on parle de première étape, la deuxième semaine. On a lieu dans la morphogénèse primordiale ou la morphogénèse primaire. Dans votre cours, c'est la morphogénèse primaire. On va définir la morphogénèse primaire selon votre cours. On nous dit que la morphogénèse primaire est le stade des grands mouvements qui mettent en place les feuillets embryonnaires et réalise l'organisation axiale de l'embryon. L'organisation, la transformation des boutons embryonnaires en feuillet, elle a lieu au cours de la deuxième semaine. C'est pour cela que je vous ai dit que la deuxième semaine, selon votre cours, selon l'organisation de votre cours, elle correspond à la morphogénèse primaire et non pas à la morphogénèse primordiale. D'accord? Si vous vous souvenez bien de la planche, elle est apparue la première fois au début de notre cours, dans la planche, dans les premières planches, dans les 10 premières planches. Son début coïncide avec la nidation de l'œuf dans la muqueuse utérine. Elle comprend la prégastrulation et la gastrulation. Il y a la morphogénèse primaire. Dans la deuxième semaine du développement embryonnaire, nous allons étudier et la nidation et la prégastrulation et l'ébauchage des annexes. Donc la nidation et la prégastrulation, selon la définition de votre cours, elles sont comprises par morphogénèse primaire. Donc on va dire que la deuxième semaine du développement embryonnaire a lieu au cours de la morphogénèse primaire. Elle a lieu au cours de la morphogénèse primaire. Très bien. La nidation. Nous allons commencer par la nidation. La nidation du blastocyste consiste en sa fixation. La nidation du blastocyste consiste en sa fixation sur l'épithélium, ensuite son implantation dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. Donc j'ai une couche fonctionnelle de l'endomètre, le blastocyste va venir, il va s'y fixer, puis il va s'implanter. Il va entrer à l'intérieur de la couche fonctionnelle qui va se fermer son lit. Il va plutôt se fermer avec lui en dedans. Il va devoir être complètement et totalement intégré à l'intérieur de la paroi, ou de la couche fonctionnelle de l'endomètre utérin. Très bien. La nidation a pour but la mise en place des dispositifs embryotrophiques, c'est-à-dire le placenta. Embryotrophique veut dire embryon. Trophique veut dire que ces différentes structures vont participer au trophisme, à la trophie, à la maturation, à la croissance. Et nous savons très bien que le placenta représente le système de circulation entre la maman et son fœtus. Donc le placenta intervient dans les échanges fœto-maternels. Donc c'est le placenta qui permet aux nutriments d'arriver au fœtus. Donc c'est le placenta qui est le principal dispositif embryotrophique. Dispositif embryotrophique veut dire un dispositif qui va aider le fœtus ou l'embryon à croître. C'est pour cela que le placenta est le principal dispositif embryotrophique. C'est pour cela que le placenta est le principal dispositif embryotrophique. Très bien, très bien. Indispensables pour le développement embryonnaire. Ils sont indispensables pour le développement embryonnaire. Donc quel est le but de la nidation? C'est de créer le placenta. C'est de créer un système de communication sanguine entre la maman et son fœtus. Le fœtus ne se nourrit pas par des câbles. Le fœtus ne se nourrit pas par Wi-Fi ou par Bluetooth. Il doit y avoir un contact hémocorial. Entre le sang de la maman et l'appareil placentaire du fœtus pour qu'il y ait des échanges fœto-maternaux qui permettent au fœtus d'avoir des nutriments et d'éliminer des déchets. Ceci ne peut être réalisé que s'il y a nidation. L'état préalable de la paroi utérine, c'est-à-dire que je suis en train de parler de l'état de la couche fonctionnelle de l'endomètre avant la nidation. Quel est l'état de la couche fonctionnelle de l'endomètre qui va me permettre de réaliser la nidation? Quelles sont les caractéristiques nécessaires à cet endomètre pour qu'il puisse réaliser la nidation? Très bien. La fixation du blastocyste à l'épithélium utérin a lieu au 7e jour du développement embryonnaire. Elle a lieu au 7e jour.
La deuxième semaine du développement embryonnaire commence au 6e jour. La fixation du blastocyste commence au 7e jour. Elle commence au 7e jour du développement embryonnaire, donc soit au 20e jour du cycle. 20e jour dans un cycle régulier moyen de 28 jours. Il y a 14 plus 7, 21 jours. 21 jours. 21 jours. Très bien. À cet instant, la paroi utérine offre à décrire un myomètre qui a subi un léger ramollissement, c'est-à-dire que le myomètre n'est pas contracté, il est relâché, il est ramolli. Pourquoi il est ramolli? Il est ramolli pour pouvoir augmenter la plasticité de l'utérus et pour que l'utérus soit relâché et qu'il puisse permettre une couche fonctionnelle plus importante. Supposons que j'ai un fœtus contracté, il va avoir un volume interne qui est très réduit. La taille normale du fœtus, de l'utérus, elle est de combien? L'utérus sans grossesse. D'accord? Il a la taille d'un point. Voilà l'utérus. D'accord? Donc supposons que l'utérus soit contracté. Il rend la couche fonctionnelle très petite, très réduite et très mabza. Très petite et très contractée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura des sécrétions hormonales, elles vont faire en sorte qu'il y ait un ramollissement, un relâchement des couches musculaires pour que la couche fonctionnelle de l'endomètre puisse évoluer. Donc, un myomètre qui est ramolli, des glandes à glycogène capables d'excréter le glycogène et le mucus. Donc, on avait parlé du cycle, de l'endomètre, on avait parlé de la phase préovulatoire, de la phase ovulatoire, de la phase proliférative, etc. Il y avait une phase d'œdème du tissu conjonctif et une phase de sécrétion des glandes à glycogène. Et d'ailleurs, puisqu'il y a eu fécondation, cette phase elle va être maintenue, les glandes vont continuer à synthétiser du glycogène et du mucus. Donc la paroi de l'utérus offre à décrire une musculature qui est relâchée, mais aussi des glandes à glycogène très actives qui vont synthétiser du glycogène et le libérer. Mais aussi des cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre qui deviennent déciduales. Les œstrogènes provoquent l'hypertrophie et l'hyperplasie des cellules du tissu conjonctif. Les artères de la couche fonctionnelle de l'endomètre deviennent spiralées. Il y aura sous l'effet des œstrogènes ce qu'on appelle la décidualisation. C'est quoi la décidualisation? La décidualisation est la transformation des cellules conjonctives de la couche fonctionnelle de l'endomètre en des cellules polyédriques très riches en lipides et en glycogène. C'est la transformation des cellules du tissu conjonctif de la couche fonctionnelle de l'endomètre en des cellules polyédriques très riches en lipides et en glycogène. C'est la transformation des cellules du tissu conjonctif de la couche fonctionnelle de l'endomètre en des cellules polyédriques très riches en lipides et en glycogène. C'est la transformation des cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre en des cellules polyédriques très riches en glycogène, très riches en lipides. La décidualisation va transformer la couche fonctionnelle de l'endomètre en une couche qui est favorable à l'évolution du fœtus. Ces cellules polyédriques, on les appelle les décidus. Les décidus, ce sont les cellules déciduales. Ce sont les résultats de la transformation des cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre grâce à l'effet des œstrogènes. On appelle cela la décidualisation. Donc, voici les cellules déciduales du tissu conjonctif. D'accord? Voici une artère évoluée, spiralée. Pourquoi l'artère est évoluée? L'artère est évoluée pour qu'elle puisse apporter une grande quantité de nutriments, pour que ces nutriments soient utilisés dans la synthèse du glycogène et du lipide, des lipides et du mucus. Mucus plus glycogène sont synthétisés par les glandes. Ça, c'est une glande à glycogène. Et ça, c'est l'épithélium utérin. Très bien. La décidualisation est la transformation de l'endomètre sécrétant en décidus
en décidus. Elles dépendent de l'œstrogène et de la progestérone et des facteurs sécrétés par le blastocyste en cours de l'implantation. Vous voyez que la décidualisation ne peut se faire que s'il y a fécondation. Parce que le blastocyste intervient dans la décidualisation. Le blastocyste intervient dans la décidualisation. Le blastocyste intervient dans la décidualisation. Le blastocyste, par ces différents facteurs, par les facteurs qu'il va sécréter, va intervenir dans la décidualisation. Il va intervenir dans la décidualisation. Il va intervenir dans la décidualisation. Très bien. La couche fonctionnelle de l'endomètre devient plus épaisse et ses glandes plus développées, on a dit cela. Les cellules déciduales deviennent riches en épidéome glycogène, comme on vient de dire. Très bien, très bien. Ça, c'est la décidualisation, c'est la formation des décidus. Il faut savoir ensuite, on va voir les différentes étapes de la mutation. Quand on dirait les phénomènes, ils sont concomitants. Et je vais vous donner quelques termes. Au bout de la mutation, à la fin de la mutation, quand le blastocyste se retrouve à l'intérieur, complètement à l'intérieur de la couche fonctionnelle de l'endomètre, il y aura une certaine répartition architecturale de la décidue. Il y aura une décidue qui est plaquée entre le blastocyste et la couche fonctionnelle de l'endomètre. Entre le blastocyste et la couche fonctionnelle. On appelle cette couche décidua basalis. La décidue basale. Décidua basalis. Il y a une autre décidue qui recouvre le blastocyte comme une capsule. Décidua capsularis. Et la dernière décidue qui reste, c'est la décidue qui recouvre le reste de la couche fonctionnelle de l'endomètre. On l'appelle décidue parietalis. Décidua parietalis. Donc j'ai trois types de décidus. Décidue basalis, décidua basalis qui est plaqué entre le blastocyste et la couche fonctionnelle de l'endomètre. J'ai la décidua capsularis qui recouvre la partie libre du blastocyste, et j'ai enfin la décidua parietalis qui recouvre le reste de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Excellent, est-ce que c'est clair? Décidua parietalis, basalis et capsularis. Basalis entre le blastocyste et la couche fonctionnelle. Capsularis, elle recouvre le blastocyste. Et parietalis, elle recouvre le reste de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Capsularis, elle recouvre le blastocyste. Basalis, elle est entre le blastocyste et la couche fonctionnelle. Et parietalis, elle recouvre le reste de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Très bien. Mécanisme et aspect morphologique de la nidation. Au 7e jour du développement embryonnaire, le blastocyste se fixe à l'épithélium utérin, obligatoirement par le trophoblaste. Qui coiffe le bouton embryonnaire. Donc il y aura un contact entre le blastocyste et la couche fonctionnelle de l'endomètre. On vous dit que ce contact se fait à travers le trophoblaste. Pourquoi à travers? On vous dit qu'il se fait obligatoirement à travers le trophoblaste. Pourquoi? Parce que le trophoblaste recouvre totalement mon embryon. Il recouvre totalement mon être vivant. Il recouvre totalement mon blastocyste. Regardez mon blastocyste. Hadia, bon, ils ont sauté une étape. L'essentiel, je vais vous montrer un embryon qui est au contact, ou un blastocyste qui est au contact de la couche fonctionnelle. Il peut y avoir un contact, un ayant. Supposons que je prends mon mug à café. Ça, c'est un mug à café. Il y a du plastique. Au bas, il y a du plastique. C'est un contenu plastique. Au bas, c'est un contenu en aluminium. Supposons qu'il doit y avoir un contact entre mon mug et mon doigt. Le contact entre mon mug et mon doigt se fait obligatoirement par l'aluminium.
il se fait obligatoirement par l'aluminium. Je ne suis pas au contact du plastique. Le plastique, il est à l'intérieur. Donc, je ne peux être en contact qu'avec ce qui est en dehors. C'est pour cela que le contact se fait obligatoirement avec l'aluminium. C'est la même chose pour le blastocyste. Puisqu'il est totalement recouvert par le trophoblaste, le contact se fait obligatoirement avec le trophoblaste. Le contact se fait obligatoirement par le trophoblaste. Le contact se fait obligatoirement par le trophoblaste. Très bien. Le trophoblaste se différencie en deux couches. L'une interne, cellulaire, qui s'appelle le cytotrophoblaste, et une externe qui va être syncytiale et qui s'appelle le syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste. Ce dernier excrète des enzymes responsables de l'érosion de l'épithélium utérin et des tissus conjonctifs de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Donc, je suis en train d'aborder la mutation. On est dans les premières phases de la mutation. Les premières phases de la mutation correspondent au contact entre mon blastocyste et la couche fonctionnelle de l'endomètre. On nous dit que le contact se fait obligatoirement via le trophoblaste. Pourquoi? Parce que le trophoblaste recouvre totalement l'embryon, le blastocyste. Il faut savoir aussi que le contact se fait du côté du bouton embryonnaire. Il se fait du côté du bouton embryonnaire, pas du côté de la cavité blastocystique, pas du côté de la cavité blastocystique, pas du côté de la cavité blastocystique. Ça, c'est la cavité blastocystique. Ça, c'est le bouton embryonnaire avant sa division. Là, il est passé en deux feuilles. Quelqu'un a un bouton embryonnaire. Quelqu'un a un bouton embryonnaire. Le bouton embryonnaire est emprisonné à l'intérieur de cellules qui sont appelées trophoblastes. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un blastocyste, il est constitué de trophoblastes. À l'intérieur de ce trophoblaste, j'ai deux constituants. Le premier constituant est le bouton embryonnaire. Le deuxième, c'est la cavité blastocystique. Je laisse la cavité blastocystique derrière moi. Moi, je suis le bouton embryonnaire. Je suis recouvert par des cellules du trophoblaste. Le trophoblaste va se déposer sur la couche fonctionnelle de l'endomètre. Le trophoblaste, du côté où il y a le bouton embryonnaire, on appelle ce côté le pôle embryonnaire. Et l'autre côté, on appelle le pôle anti-embryonnaire. Le pôle anti-embryonnaire. Donc, je prends mon embryon ou mon blastocyste, il est constitué par un bouton. Derrière, il y a la cavité blastocystique et le tout est recouvert par le trophoblaste. Ce trophoblaste, il va se déposer du côté du bouton embryonnaire, il va se déposer sur la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il va se déposer sur la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il va se déposer sur la couche fonctionnelle de l'endomètre. Très bien. En se déposant, il y aura une différenciation du trophoblaste. Le trophoblaste va se différencier en deux parties. Une partie interne cellulaire qui s'appelle cytotrophoblast, et une partie externe qui s'appelle syncytotrophoblast. Une partie externe qui s'appelle syncytotrophoblast. Une partie externe qui s'appelle syncytotrophoblast. Une partie interne qui s'appelle cytotrophoblast. La partie externe qui s'appelle syncytotrophoblast, c'est elle qui est en contact avec les cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Elle va commencer à synthétiser des enzymes. Elle va commencer à sécréter des enzymes et ces enzymes vont détruire les liaisons entre les cellules de la couche fonctionnelle pour permettre l'entrée du blastocyste. Un bouton embryonnaire, définition du bouton embryonnaire. Un bouton embryonnaire est un amas de cellules à l'intérieur du trophoblaste. C'est un amas de cellules à l'intérieur du trophoblaste, une partie d'un blastocyste lors d'une embryogenèse. Cette masse cellulaire interne est la source de la naissance de l'embryon en laissant quelques annexes embryonnaires. C'est la définition la plus générale du bouton embryonnaire. Juste pour le faire. Donc voilà, le trophoblaste qui recouvre tout le blastocyste. Ça, c'est la blastocèle ou la cavité blastocystique. Blastocèle ou cavité blastocystique. Et ça, c'est le bouton embryonnaire. Ça, c'est le bouton embryonnaire. Ça, c'est le bouton embryonnaire. Très bien, très bien. Au cours du 8e jour maintenant, on a terminé avec le 7e jour. Au 8e jour du développement embryonnaire, les 2 tiers du blastocyste ont pu entrer. Les 2 tiers du blastocyste ont pu entrer. Les 2 tiers du blastocyste sont nidés. 7e jour, le premier contact a lieu. 6e jour, c'est le début de la 2e semaine. 7e jour, c'est le premier contact avec la couche fonctionnelle de l'endomètre. 8e jour, les 2 tiers ont entré. Les 2 tiers sont entrés. Les 2 tiers sont entrés. Le trophoblaste se différencie en cytotrophoblast et en syncytotrophoblast au fur et à mesure que le blastocyste s'enfonce dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. Donc la différenciation en cytotrophoblast et en syncytotrophoblast ne se fait pas à la fois. Mais chez le trophoblast, tout le trophoblast, hop, en un clin d'œil, il se transforme en cytotrophoblast et en syncytotrophoblast. Non.
La transformation se fait au fur et à mesure. Elle se fait au fur et à mesure, elle se fait progressivement. Elle se fait progressivement. Progressivement. Très bien. Donc, ici, je commence à avancer. Je commence à avancer. Et vous remarquerez qu'il y a deux tiers du blastocyste qui sont entrés au 8e jour. Ne faites pas attention aux autres transformations. On a deux feuillets, on a une cavité. C'est d'autres phénomènes. C'est des phénomènes qui sont présents au 8e jour. Je ne peux pas vous dessiner, et professeur Bouaziz ne pouvait pas dessiner un schéma où il y a la nidation des deux tiers blanc qui va devenir la cavité. Parce que ça n'existe pas dans la réalité. On a que les phénomènes sont concomitants. Ils sont concomitants. Alors, tu vois des schémas. Je vais les refaire. Je vais les reprendre pour expliquer les variations. D'accord? Pour expliquer les variations. Pour l'instant, je suis en train d'étudier la nidation. Les deux tiers sont entrés au 8e jour. C'est la seule information à tirer pour l'instant de ce schéma. Les deux tiers sont entrés. Les deux tiers sont entrés. Très bien. À partir du 9e jour du développement embryonnaire, des lacunes syncytiales apparaissent dans le syncytiotrophoblaste. On parle de stade lacunaire. Au 9e jour, j'ai un stade lacunaire. Il va donner des creux, il va donner des vides à l'intérieur du syncytiotrophoblaste. À l'intérieur du syncytiotrophoblaste, il y aura des creux, il y aura des lacunes. On appelle cela le stade lacunaire. Le stade lacunaire apparaît au 9e jour du développement embryonnaire. Le stade lacunaire apparaît au 9e jour du développement embryonnaire. Le stade lacunaire apparaît au 9e jour du développement embryonnaire. Le stade lacunaire apparaît au 9e jour du développement embryonnaire. Il correspond à l'apparition de lacunes. Il correspond à l'apparition de lacunes à l'intérieur du syncytiotrophoblaste. Il correspond à l'apparition de lacunes à l'intérieur du syncytiotrophoblaste. Il correspond à l'apparition de lacunes à l'intérieur du syncytiotrophoblaste. Très bien. Au 10e jour de la grossesse, le blastocyste est entièrement nidé. Au 10e jour, le blastocyste est entièrement nidé et son diamètre est de 0,4 mm. Son diamètre est de 0,4 mm. Donc, 6e jour, début de la 2e semaine. 7e jour, premier contact avec la couche fonctionnelle de l'endomètre. 8e jour, les deux tiers sont entrés. 9e jour, apparition de lacune. 10e jour, entrée complète. 6e jour, début de la 2e semaine du développement embryonnaire. 7e jour, premier contact avec la couche fonctionnelle de l'endomètre. 8e jour, les deux tiers sont entrés. 9e jour, stade lacunaire. 10e jour, tout le blastocyste est entré. Vous reprenez. 16e jour. Le début de la 2e semaine. 7e jour. Le premier contact avec la couche fonctionnelle. 8e jour. Les deux tiers sont entrés. 9e jour. Le stade lacunaire. 10e jour. Le blastocyste est entièrement. Excellent, est entièrement entré. Au 10e jour, tout le blastocyste est à l'intérieur de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Tout le blastocyste est à l'intérieur de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Est-ce qu'on doit apprendre les chiffres? Les dates, oui. Là, les chiffres. 0,4 mm. هذا حفظه 0,4 mm qui est trop le câble. Très bien, il est complètement entré. Ça, c'est la cicatrisation de l'épithélium utérin qui va commencer à se fermer. Entre le 11e et le 13e jour du développement embryonnaire, les vaisseaux sanguins maternels de la couche fonctionnelle de l'endomètre s'ouvrent dans les lacunes syncytiales. Le cytotrophoblaste forme des travées cytotrophoblastiques entourées par le syncytiotrophoblaste. L'ensemble s'enfonce dans les lacunes syncytiales pour former les villosités primaires. Qu'est-ce qui se passe entre le 11e jour et le 13e jour? Entre le 11e jour et le 13e jour, j'ai deux phénomènes principaux. Quand on dit des lacunes du syncytiotrophoblaste, des lacunes au niveau du syncytiotrophoblaste, c'est-à-dire que j'avais des vides, que j'avais des points vides au niveau du syncytiotrophoblaste. Ça c'est le cytotrophoblaste. Ça, c'est le syncytiotrophoblaste. Quand on dit des vides, des lacunes, des vaisseaux sanguins maternels. Des vaisseaux sanguins maternels, ils se sont ouverts dans les lacunes. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène est que le cytotrophoblaste qui était homogène, va commencer à créer des travées. Ça, c'est une travée. C'est une travée.
c'est une travée. Il va commencer à créer des travées du côté embryonnaire, dans le pôle embryonnaire. Vous voyez que de ce côté, il n'y a pas de travée. Le cytotrophoblast ne change pas de forme. Le cytotrophoblast ne change pas de forme. Il change de forme ici où il constituera des travées. Donc j'ai deux grands phénomènes. Le premier phénomène est l'ouverture des vaisseaux sanguins maternels dans les lacunes du syncytiotrophoblast. Et le deuxième est la constitution de travées cytotrophoblastiques. Tout ça a lieu entre le 11e et le 13e jour. C'est important, c'est une phase capitale, c'est une phase très importante dans le développement de mon embryon. Pourquoi? Parce que c'est le premier contact entre la maman et son bébé. C'est le premier contact entre la maman et son embryon. C'est le premier contact entre la maman et son embryon. لأول مرة منذ بداية الحمل التقى الجنين بأمه وين؟ في lacunes. Les lacunes, il y a eu des vaisseaux sanguins maternels se sont ouverts dans les lacunes syncytiotrophoblastiques. Dans les lacunes syncytiotrophoblastiques. On va relire la phrase. Maintenant, on va la comprendre. Inch'Allah, entre le 11e et le 13e jour du développement embryonnaire, les vaisseaux sanguins maternels de la couche fonctionnelle, la couche fonctionnelle de l'endomètre, vont s'ouvrir dans les lacunes syncytiales. Ça fait, c'est ce qu'on a dit. D'accord? Le cytotrophoblast forme des travées cytotrophoblastiques entourées par le syncytiotrophoblast. Je savais il y avait le cytotrophoblast qui était entouré par le syncytiotrophoblast. Le cytotrophoblast va former des travées. Donc je vais avoir des travées cytotrophoblastiques entourées par le syncytiotrophoblast. Tout simplement. J'avais du cytotrophoblast entouré par le syncytiotrophoblast. Je vais avoir des travées cytotrophoblastiques entourées par le syncytiotrophoblast. Pour former la villosité primaire. La constitution est la villosité primaire. La villosité primaire, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de cytotrophoblastiques. Excellent. De travées, si on veut être puriste, de travées cytotrophoblastiques ou pas. Il n'y a pas, je commence à nous avons des travées cytotrophoblastiques isolées. D'accord? Pour l'instant, c'est du cytotrophoblast, on l'a mis en piquillettes. 1, 2, 3, 4. Elles sont constituées de cytotrophoblastes seuls. D'accord? Très bien. Vers le 14e jour de grossesse, s'achève l'anidation. On a l'anidation, 10e jour. C'était la totalité du blastocyste qui était à l'intérieur de la couche fonctionnelle. Entre le 11e et le 13e jour, il y a eu des phénomènes de contact du sang avec les lacunes syncytiotrophoblastiques ou la constitution de travées cytotrophoblastiques. Vers le 14e jour, classe l'anidation. L'anidation prend fin au 14e jour du développement embryonnaire chez certaines femmes, d'accord, au moment où les lacunes sont envahies par le sang maternel, qui sera le contact entre le sang maternel et le syncytiotrophoblast. Il faut des vaisseaux sanguins. Ça peut donner des saignements. Des saignements vaginaux qui peuvent faire croire à la maman, à la future maman, que c'est des règles. Donc, tu peux demander, je suis enceinte. J'ai les règles. Mais ce n'est pas des règles, c'est des saignements. Les vaisseaux sanguins de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Donc, faisons croire à la femme qu'elle n'est pas enceinte. Faisons croire à la femme qu'elle a eu ses règles. Très bien. On a terminé avec la nidation. Donc, l'épithélium est complètement reconstruit. Il est complètement reconstruit. Les étapes de la nidation. Dans votre cours, normalement c'est bon pour la nidation, mais dans votre cours, on vous a cité quelques étapes. D'accord? C'est normalement au niveau de la partie supérieure de la paroi postérieure de l'utérus que se fait l'implantation entre G6 et G7. D'accord? La nidation a lieu entre G6 et G7, on le sait. Au 7e jour, il sera le premier contact. Maintenant, je vais vous donner un petit détail anatomique. Il sera la partie supérieure de la paroi postérieure. Maintenant, l'utérus sera là, la nidation. Dans la partie supérieure dans la partie supérieure du pôle postérieur et de la paroi postérieure. Très bien.
ما تعرفش نحس ولا نحس ولا نحس. اجرتي معليش نحس. Apposition higher, elle passe par les étapes suivantes. S'il vous plaît, on termine bientôt. Tout le monde a ça. Très bien. C'est l'étape de la nidation. Elle commence par l'apposition du blastocyste contre l'épithélium. Apposition du blastocyste contre l'épithélium. C'est dans un premier temps un accolement instable. D'accord, il va juste se déposer. Il y aura un accolement stable du blastocyste à l'épithélium grâce à des molécules d'adhérence. Le blastocyste va créer des molécules d'adhérence avec la couche fonctionnelle de l'endomètre. Le blastocyste va créer des points d'adhérence. Le blastocyste va créer des molécules d'adhésion. Le blastocyste va créer des molécules d'adhésion avec la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il va créer des cadérines, des intégrines, qui marchent en cytologie. L'accolement du blastocyste devient plus fort et plus stable. Donc au début il est instable, il se dépose là, mais il crée des points de liaison, des cadérines et des intégrines pour devenir stable. Il y aura un échange moléculaire entre le blastocyste et l'épithélium, d'accord. Il y aura fixation, il y aura libération de facteurs de croissance, d'interleukines. Vous les apprenez Thomas, EGF, LIF et IL1. EGF, LIF et IL1. EGF, LIF et IL1. Pourquoi? Pour que le blastocyste puisse interagir avec la couche fonctionnelle, réalise des modifications cellulaires, réalise des modifications architecturales, ou même la couche fonctionnelle va sécréter des composants, etc. Donc il y a une communication entre la couche fonctionnelle de l'endomètre et le blastocyste. Très bien. Il y aura une invasion de ce blastocyste juste après son accolement à l'épithélium utérin grâce au syncytiotrophoblaste. Le blastocyste, grâce au syncytiotrophoblaste, parce qu'au cours de la nidation, il y a une transformation du trophoblaste en cytotrophoblaste cellulaire interne et syncytiotrophoblaste externe, et que le syncytiotrophoblaste était responsable de la sécrétion des enzymes et que ces enzymes étaient responsables de la destruction de la couche fonctionnelle de l'endomètre pour que le blastocyste puisse prendre place. Donc c'est grâce au syncytiotrophoblaste que la nidation a lieu. Cette invasion peut être scindée en 3 stades. D'abord le franchissement de l'épithélium. Le syncytiotrophoblaste va s'infiltrer entre les cellules de la muqueuse utérine, provoquant leur mort. Il va les comprimer. Il va comprimer les cellules de la couche fonctionnelle de la muqueuse, d'où la formation d'une brèche permettant le passage du blastocyste dans le chorion de la muqueuse. Le chorion, c'est le tissu conjonctif. Donc le blastocyste, il vient, il se fixe grâce au syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste a des enzymes. Les enzymes vont détruire les cellules. Il y aura une brèche. Le blastocyste va rentrer. Il va comprimer les cellules. Les cellules vont mourir. Il y aura de la passe. Le blastocyste titrole. Très bien. On a une progression du blastocyste au sein de la matrice extracellulaire. Au 10e jour du développement, le blastocyste est entièrement enchâssé. On vient de dire le 10e jour, il compte totalement enchâssé. Très bien. La progression du blastocyste dans le chorion de l'endomètre provoque la réaction déciduale. On a parlé de la décidualisation. C'est le blastocyste qui était responsable d'une partie des hormones responsables de la décidualisation. Donc, qui titre le blastocyste, il libère des signaux, il libère des hormones. Que les hormones et les cellules réalisent la décidualisation. Transformez-vous en décidus, transformez-vous en cellules polyhydriques riches en lipides et riches en glycogène pour qu'ils me servent dans ma maturation. Enfin, la pénétration des artérioles spiralées de la muqueuse utérine par le cytotrophoblaste entre J10 et J12, la brèche épithéliale provisoirement obturée commence à se réparer. Au 14 jours, il est complètement réparé. Le 14e jour. Donc, l'épithélium va se réparer. À J13, apparition des villosités primaires. Entre le 11e et le 13e jour, il y a deux phénomènes. La rupture des vaisseaux dans les lacunes et la formation des travées. Maintenant, on est en train de reparler de ça. Apparition des villosités primaires par poussée des cordons de cellules cytotrophoplastiques. On a terminé avec la nidation.